Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. Une agence de dépôt du Trésor ouvre ses portes à Kankan. Elle va renforcer la sécurité autour des opérations financières dans la localité. Les temps forts dans ce journal. L'école des enfants des Guinéens résidant en Arabie Saoudite fermée depuis plus de 3 ans. La situation affecte nos compatriotes. Les motifs de cette fermeture dans ce journal. Cinéma, les comédiens et réalisateurs locaux récompensés. PC Award célèbre ces acteurs du monde culturel guinéen. Vous aurez la présentation dans ce journal. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Lancement des travaux de la raffinerie Chalco dans la préfecture de Bofa. La 3e raffinerie réalisée sous le leadership du président Mamadi Doumbouya pour mettre fin à l'exportation de la bauxite brute. Transformer donc localement les ressources minières afin que les ressources profitent à l'économie nationale. Reportage Fatoumata Kourouma. Le 8 avril 2022, le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, avait clairement affiché sa volonté de voir la Guinée accélérer la transformation locale de ses ressources minières. À cette occasion, le chef de l'État avait exigé des sociétés minières ayant pris des engagements de construction de raffineries de respecter leurs obligations afin que les ressources du pays profite davantage à l'économie nationale et aux populations guinéennes. 4 ans plus tard, cette volonté politique continue progressivement de se matérialiser sur le terrain. À Bofa, ce samedi 13 juin 2026, c'est une nouvelle étape de l'industrialisation de la Guinée qui a officiellement été enclenchée. Quelques semaines seulement après la signature des accords entre l'État guinéen et le groupe chinois Chanelco, premier producteur mondial d'aluminium et l'un des premiers groupes miniers mondiaux, les travaux de construction de la raffinerie d'alumine de Chalco Guinea Company ont été lancés. Dès leur arrivée dans la matinée, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, ainsi que le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou Djibadiakité ont été accueillis avec les honneurs militaires par les autorités locales avant de rejoindre le site de la cérémonie. Sur place, la série d'interventions s'est ouverte avec les responsables santé et sécurité de Chalco. Un passage qui, au-delà des consignes techniques, a particulièrement retenu l'attention. Les mesures de sécurité ont été présentées par un cadre guinéen de l'entreprise, illustration concrète de la place accordée au contenu local dans ce projet d'envergure. J'invite les populations à privilégier le dialogue et la concertation, à assurer une cohabitation harmonieuse avec Chalco, tout en veillant à la protection de ses installations et de son personnel. Pour l'autorité préfectorale, je rassure de notre soutien et de notre accompagnement jusqu'à la concrétisation effective de ce projet qui contribuera à coup sûr à améliorer les conditions de vie de nos populations. Je ne saurais terminer mon intervention sans rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Mamadi Doumbouya, pour sa vision et son engagement en faveur du bien-être de la population guinéenne. Une vidéo de présentation a ensuite retracé les grandes étapes ayant conduit à la réalisation de cette raffinerie. Depuis le renforcement du partenariat stratégique entre Conakry et Pékin, jusqu'aux engagements pris au plus haut niveau entre le président Mamadi Doumbouya et son homologue chinois Xi Jinping. Prenant la parole, le président du conseil d'administration du groupe Chanelco a salué la qualité des relations entre la Guinée et la Chine. Il a rappelé que cette raffinerie représente plusieurs milliards de dollars d'investissement avec une capacité de production annuelle estimée
à 1,2 million de tonnes d'alumine. Un projet historique pour le groupe chinois puisqu'il s'agit de sa toute première raffinerie construite en dehors de la Chine. Guinée est le premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir établi des relations diplomatiques avec la Nouvelle-Chine. L'amitié sino-guinéenne est profondément ancrée et s'est constamment renforcée au fil du temps. En septembre 2024, à l'occasion du sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine, les deux chefs d'État se sont rencontrés avec succès, ouvrant une nouvelle dynamique vigoureuse au développement des relations bilatérales. En novembre dernier, la cérémonie de mise en production du projet de minéraire de fer de Simandou s'est tenue avec solennité et Chinalco a eu l'honneur d'être, aux côtés de ses partenaires, témoin de cet événement marquant. Aujourd'hui, nous nous réunissons de nouveau pour célébrer le lancement des travaux du projet de la raffinerie d'alumine de Chalco en Guinée et ouvrir ensemble un nouveau chapitre de la coopération pragmatique entre Chinalco et le gouvernement guinéen. Ce projet revêt une portée profonde. Avec 28 milliards de tonnes de réserves de bauxite, la Guinée occupe le premier rang mondial et dispose d'un fort potentiel de développement. Le projet de la raffinerie d'alumine de Chalco en Guinée représente un investissement total d'$1 milliard américains et disposera d'une capacité annuelle de production de 1,2 million de tonnes d'alumine. Il s'agit d'un premier projet de la raffinerie d'alumine construit par le groupe Chinalco à l'étranger. Il offrira davantage d'opportunités de développement aux populations locales guinéennes et favorisera une croissance partagée entre l'entreprise et les communautés locales. La Chine et la Guinée sont de bons amis et de bons frères. Depuis l'établissement de nos relations diplomatiques il y a 67 ans, la confiance politique mutuelle n'a cessé de se renforcer et la coopération économique a enregistré des résultats remarquables. Ces dernières années, sous l'impulsion stratégique de son Excellence Monsieur le Président Xi Jinping et son Excellence Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, la coopération pragmatique sino-guinéenne dans tous les domaines a enregistré de nouveaux progrès. En particulier, les fruits de la coopération minière entre nos deux pays ne cessent de se multiplier. C'est grâce aux efforts et soutiens de son Excellence M. Djipa Diakité, président du comité stratégique de l'accord-cadre sino-guinéen, et ceux de la NDRC, National Development and Reform Commission de Chine, que les deux parties ont pu promouvoir la mise en œuvre de plusieurs projets majeurs dans le cadre de l'accord-cadre sino-guinéen, notamment le projet Simandou, la raffinerie d'alumine de Chalco, celle de Spic et le barrage hydroélectrique Amaria. Le montant total des investissements chinois a atteint 16,7 milliards de dollars, jetant des bases solides pour le développement des infrastructures et l'industrialisation de la Guinée, et on a bien accompli les visions des deux chefs d'État. Le ministre des Mines et de la Géologie a pour sa part réaffirmé que le respect des engagements pris par les partenaires miniers demeure une exigence non négociable pour les autorités guinéennes. Il a également rappelé le rôle stratégique joué par Chinalco dans plusieurs projets liés au projet Simandou. Je tiens tout d'abord à saluer et remercier le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Sans le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, cette cérémonie n'aurait pas pu avoir lieu aujourd'hui. Cette raffinerie, la troisième depuis l'indépendance de notre pays, après celle de SPIC, State Power Investment Company et Winning Alumina Refinery Guinée, illustre concrètement sa vision de valorisation des ressources naturelles
pour en faire un levier de développement industriel. Ce projet est le résultat de la rencontre qu'il a eue avec les sociétés minières le 8 avril 2022, rencontre au cours de laquelle il a réitéré que la Guinée respecte ses engagements, mais il appartient aux investisseurs miniers également de respecter les leurs. Et toutes les sociétés qui ont souscrit à des engagements de construction de raffineries doivent concrétiser cet engagement. Comme indiqué dans la convention de base amendée et consolidée, les travaux démarrent dès la signature de la convention. Celle-ci a été signée le 21 mai 2026 et le démarrage des travaux aujourd'hui, le 12 juin 2026. Ce qui traduit la volonté de passer rapidement des engagements aux réalisations concrètes. Je tiens à remercier chaleureusement la société Chalco ainsi que tous ses partenaires et à associer à ces remerciements l'ensemble des acteurs qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce projet. Leur engagement et leur coopération ont été déterminants dans l'aboutissement de cette initiative stratégique pour notre pays. Le groupe Chinalco est un partenaire stratégique de la Guinée avec des investissements majeurs dans les blocs 3 et 4 du Simandou, ainsi que dans la CTG, la compagnie du Transguinéen, et dans les domaines de la bauxite et d'alumine. Ce projet porte sur une raffinerie d'une capacité de 1,2 million de tonnes par an, un investissement d'environ 1 milliard de dollars américains. Les objectifs assignés au ministère des Mines et de la Géologie par le programme Simandou 2040 est la réalisation de 5 raffineries à l'horizon 2030. Nous sommes heureux de constater aujourd'hui que 2 raffineries ont été lancées en 2025, celle de SPIC le 26 mars 2025 à Bofa ici, et celle de Winning Alumina Refinery le 12 décembre à Dobali à Bokeh. Des discussions sont en cours avec d'autres investisseurs qui ont des engagements de construction pour passer aux étapes suivantes et réaliser cet objectif assigné dans le programme Simandou 2040. Les retombées du projet sont importantes, notamment en ce qui concerne le contenu local, en particulier le volet capital humain à travers l'initiative Simandou Academy. Environ 1000 emplois directs et 1200 indirects, 500 bourses d'études, soit 25 bourses par an sur une période de 20 ans, seront attribuées à des jeunes Guinéens, y compris les jeunes issus des communautés riveraines, pour aller pour des formations techniques et d'ingénieurs et scientifiques en Chine. Des recettes fiscales importantes attendues par l'État, la construction à Bofa d'une école d'ingénieurs et de formation technique avec une capacité de formation de 100 étudiants par filière et par an pendant une période de 10 ans. La participation de l'État au capital de la société conformément aux dispositions du Code minier. Dans son intervention, le ministre directeur de cabinet de la présidence, président de l'accord cadre sino-guinéen Djiba Diakité, est revenu sur l'importance de cette raffinerie dans la volonté des autorités de transformer localement les ressources minières du pays afin de renforcer progressivement la souveraineté économique nationale. Pendant longtemps, notre sous-sol a fait parler de lui à travers le monde. Désormais, l'ambition de la Guinée est très claire. Ne plus seulement exporter ses ressources naturelles, mais les transformer ici. Créer ici de la valeur, former ici nos jeunes et créer ici des emplois pour notre population. C'est tout le sens de ce projet de raffinerie du groupe Chinalco ici à Bofa. Cette vision est portée avec une détermination, une clairvoyance par son Excellence le Président de la République, Mamadi Doumbouya, est en train de devenir
une réalité concrète, irréversible. Cette raffinerie n'est pas un projet isolé. Elle s'inscrit dans une ambition nationale beaucoup plus vaste, celle du programme Simandou 2040, qui porte l'espoir d'une transformation profonde de notre économie, transformer localement, créer de la richesse ici en République de Guinée, former les compétences ici, créer des emplois ici, bâtir une industrie forte ici, en République de Guinée. Voilà le sens du combat engagé. Et les résultats commencent déjà à parler d'eux-mêmes. Depuis l'indépendance de notre pays, jamais la Guinée n'avait connu une telle dynamique dans le domaine industriel minier de ce pays. Aujourd'hui, avec SPIC, le consortium Winning à Dobali, et désormais avec le groupe Chinalco, notre pays comptera 3 raffineries d'alumine réalisées sous le leadership du chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya. 3 raffineries, 3 symboles d'une Guinée qui refuse désormais de rester au bord de sa propre richesse. Une raffinerie, ce ne sont pas seulement des infrastructures industrielles, ce sont des milliers d'emplois directs et indirects pour les Guinéens. Ce sont des opportunités pour nos ingénieurs, nos techniciens, nos jeunes diplômés, nos PME, nos TPME, nos entreprises locales. Ce sont des recettes nouvelles pour l'État afin de financer des écoles, les routes, les hôpitaux, l'électricité, l'eau, les infrastructures dont notre peuple a besoin. Chaque investissement industriel de cette envergure rapproche davantage la Guinée de sa souveraineté économique assumée. Chaque emploi créé est une famille qui reprend l'espoir. Chaque formation offerte, c'est un jeune qui retrouve une perspective d'avenir. Chaque transformation locale, c'est la Guinée qui se renforce. C'est là la véritable portée de ce projet. Il a également rendu hommage au peuple de Guinée pour sa patience, sa résilience et sa capacité à garder espoir malgré les défis. Le président de la République a fait un choix historique, celui de transformer la richesse minière en richesse nationale, notamment en mettant le capital humain au cœur du programme Simandou 2040 à travers l'initiative Simandou Academy. Cette vision devient aujourd'hui une réalité visible, concrète et mesurable. La Guinée ne veut plus seulement être un grand pays de bauxite, elle veut devenir une puissance industrielle africaine, une nation respectée, capable de transformer ses ressources et imposer ses priorités. Une nation capable de bâtir son développement avec autorité, responsabilité et souveraineté politique et économique assumée. C'est cette trajectoire qui est engagée par le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Je voudrais également saluer le peuple de Guinée, un peuple digne, patient et courageux, car aucune transformation profonde n'est possible
sans la confiance d'un peuple derrière sa nation et ses institutions. Le peuple guinéen a choisi d'accompagner cette vision de refondation et de développement. Et les résultats commencent désormais à émerger sur l'ensemble du territoire national. L'État sera pleinement aux côtés des investisseurs sérieux qui respectent leur engagement et qui participent sincèrement au développement socio-économique durable et responsable de notre pays. Mais soyons également clairs, la Guinée sera exigeante sur les délais, exigeante sur le contenu local, exigeante sur l'emploi et la formation des Guinéens, exigeante sur le respect des lois de la République de Guinée et exigeante sans aucun compromis sur les questions environnementales et sociales. Car le développement que nous voulons doit être durable, responsable et bénéfique pour les générations présentes et futures. Il a été également souligné que les questions environnementales sont pleinement prises en compte dans la réalisation de ces infrastructures industrielles, avec une attention particulière accordée aux exigences de durabilité et de protection de l'environnement. Le projet de raffinerie d'alumine de Chalco, transformation de la bauxite vers l'alumine, est un projet d'envergure stratégique pour notre pays, qui fait partie du programme Simandou 2040, tel qu'impulsé par le président de la République. Dans sa réalisation, les standards environnementaux et sociaux les plus stricts, répondant aux normes nationales, mais également les normes les plus strictes sur le plan international, seront appliqués au projet, parce que conformément aux directives, à la vision du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, le développement économique de notre pays se fait dans le respect strict des normes environnementales. Une transformation locale de ces matières premières est une création d'emplois pour la population intérieure. Donc, la vision du président consiste à faire bénéficier des Guinéens des retombées des matières premières. Comme vous l'avez constaté, cette troisième étape concrétise la vision du chef de l'État qui consiste à transformer les ressources naturelles de notre pays sur place. C'est extrêmement important pour la valeur ajoutée, mais aussi important pour la mise en œuvre de la politique du contenu local qui permettra aux collectivités de connaître une véritable transformation. Pendant ce temps, les travaux de construction des raffineries SPIC et Winning Alumina Guinée se poursuivent également à un rythme soutenu. Les différents partenaires engagés dans ces projets ont réaffirmé leur volonté de respecter les calendriers établis avec des délais d'exécution des différentes raffineries prévues entre 2027 et 2029. La cérémonie a aussi été marquée par des prières et bénédictions formulées par les sages et notables de Bofa avant le lancement officiel des travaux. À travers cette raffinerie, la Guinée poursuit un objectif clairement assumé: transformer davantage ses ressources sur son propre sol et faire de son potentiel minier un véritable moteur de développement économique et industriel. Et puis, décentralisation au niveau du Trésor. La région de Kankan a désormais son agence des dépôts. Cette initiative du ministère de l'Économie vise à renforcer la sécurité autour des opérations financières dans la localité. Reportage Mamadi Gassama. La ministre de l'Économie, des Finances et du Budget est à Kankan pour inaugurer l'agence des dépôts du Trésor. Une réforme majeure pour améliorer la gestion des finances publiques, mais aussi rapprocher l'administration centrale des services déconcentrés. Le choix de Kankan pour accueillir cette nouvelle agence de dépôt du Trésor revêt une signification particulière. Capitale de la Haute-Guinée et pôle économique majeur de notre pays. Kankan constitue
un centre stratégique dont le dynamisme économique et administratif justifie pleinement le déploiement des structures modernes au service des secteurs publics au développement local. Les populations de notre région accueillent cette réalisation avec une grande satisfaction. Elles y voient la traduction concrète de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, et l'engagement du gouvernement à créer les conditions d'un développement économique et social durable, fondé sur une administration moderne, performante et accessible à tous. L'ouverture de l'agence de Kankan vient après celle de Kindia, Boké et Mamou. L'objectif étant de poursuivre l'élargissement du compte unique du Trésor et assurer le déploiement de l'ADT dans l'arrière-pays. Rapprocher l'administration des administrés et pour le cas présent, offrir des services financiers modernes aux citoyens et aux collectivités du pays est d'une importance capitale. L'événement qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Il est l'aboutissement d'un long processus visant à consolider les bases d'une gestion active de la trésorerie de l'État depuis l'avènement au pouvoir de son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Avec l'ouverture des agences de dépôt du Trésor à l'intérieur du pays, le gouvernement entend améliorer la qualité des services, renforcer la sécurité des opérations financières et à promouvoir davantage l'inclusion financière. Volet formation, les officiers stagiaires de la 5e promotion de l'école d'état-major de Guinée ont procédé à la présentation de leur mémoire. L'initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de ces cadres. Compte rendu, Caporal Mabinti Keita. Dans la dynamique du déroulement de son programme de formation académique, les officiers de la 5e promotion de l'école d'état-major Guinée ont présenté devant les jurys leur mémoire de recherche. Une série de soutenances rendues possibles grâce au cadre de cette école, en partenariat avec les enseignants-chercheurs de l'Université générale Lansana Conté et autres personnes ressources qui constituent les membres du jury. Les perspectives pour l'école d'état-major, nous avons entamé un processus d'intégration du Master Défense et Sécurité en partenariat avec l'Université de Sonfonia. Avec l'appui de la haute hiérarchie militaire, ce programme de Master, avec les prochaines promotions qui viendront, nous allons pouvoir intégrer ce programme de Master de Défense et de Sécurité. Le travail humain n'étant pas parfait, nous avons fait certaines observations et je suis sûr qu'elles seront prises en compte pour encore améliorer davantage le travail. Pendant 2 jours et au bout de 45 minutes, ces officiers stagiaires ont à tour de rôle passé devant les jurys. Cette phase permet aux candidats d'exposer la problématique étudiée, la méthodologie adaptée ainsi que les principaux résultats et recommandations issues des travaux de recherche. En tant que femme, c'est un honneur pour moi et pour ma seconde. Nous sommes les premiers dans l'école et nous pensons avoir laissé quand même derrière nous un héritage important et j'encourage les sœurs à suivre le pas. Mon thème de mémoire était sur la coopération régionale, efficacité et limite des États de l'Alliance du Sahel face à la menace terroriste. Donc c'est un thème qui touche les questions de souveraineté. Donc ça s'est très bien passé et là on a eu beaucoup d'acquis en fonction de ces thèmes de mémoire. Ce temple du savoir est à sa 2e expérience d'accueillir des officiers stagiaires venant d'autres pays amis. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire. D'autres activités sont prévues dans le cadre du renforcement des capacités de ces officiers stagiaires, chose qui traduit en lettres capitales la montée en puissance de cette prestigieuse école. À quelques heures du lancement des examens nationaux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est récemment rendu au centre de confection des épreuves à l'archevêché à Kaloum, une visite qui lui a permis de s'enquérir des conditions de travail des équipes techniques
mobiliser et de s'assurer du niveau de préparation du processus. Abdoulaziz Baldé revient sur cette visite. Suivez. Dernière ligne droite et pression maximale dans les états-majors de l'éducation nationale. À Kaloum, cœur administratif de la capitale, le ministre des tutelles joue la carte de la proximité et de la vigilance. Pas question de laisser place à l'improvisation. Chaque détail logistique compte pour ce marathon scolaire qui s'annonce. C'est dans ce lieu hautement stratégique et confidentiel que sont actuellement confectionnées les épreuves qui scelleront le destin des milliers de candidats à travers le pays. Une inspection minutieuse pour s'assurer des zéro failles. Ce matin, je suis avec les équipes pour venir sur le terrain, là où se prépare le tout, logistique, administration, etc., pour m'acquérir moi-même des réalités, discuter, échanger avec les inspecteurs disciplinaires, parler avec la direction générale des examens et concours, et puis surtout constater que la logistique est disponible, que les moyens sont disponibles pour que les examens se passent dans de meilleures conditions, conformément aux orientations du chef de l'État, le président de la République. Grosso modo, nous sommes satisfaits. À l'issue de la visite, le constat se veut rassurant. La logistique est en place, les équipes sont prêtes et la chaîne de sécurité est verrouillée. Le directeur général des examens et contrôles scolaires affiche sa sérénité et promet des examens transparents et sans fausse note. Et à date, toutes les dispositions sont prises pour respecter le délai à tous les niveaux, de la liste des candidats, de l'acheminement des fournitures, les épreuves. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Toutes les dispositions sont prises pour sécuriser les épreuves, les acheminer jusqu'à dans les structures déconcentrées. Les résultats vont répondre aux critères réels, conformément les copies des candidats. Les voyants semblent donc au vert pour le lancement des premières épreuves. Après Kaloum, le cap est mis sur le grand magasin de stockage de copies et de brouillons. Ici, le ministre Alpha Bakar Bari veille au grain et passe à revue les derniers détails logistiques pour garantir la crédibilité des examens. Il ne reste plus désormais qu'aux candidats à faire valoir leur talent sur les tables d'examen. Justement, nous recevons sur ce plateau M. Alpha Bakar Bari. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, man. Et demain démarrent les examens au niveau national et vous étiez récemment au centre de préparation des épreuves. Parlez-nous du niveau de préparation et des dispositions prises. Écoutez, merci de me recevoir sur ce plateau. Il s'agit de l'ouverture solennelle de la session des examens, donc de l'enseignement technique à l'enseignement préuniversitaire. Et le centre de l'archevêché de Conakry est le QG justement de préparation de nos équipes. La direction générale des services examens y a installé ses quartiers généraux et la préparation des sujets par les inspecteurs disciplinaires se fait là, l'organisation de la logistique se fait là, les dernières consignes ainsi que les mesures anti-fraude se conçoivent là. C'est bref l'endroit de préparation que j'ai visité et je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes prêts à 100%. Nous sommes fin prêts à attaquer la session et à dérouler des examens crédibles sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 569 000 candidats sont concernés par ces examens. Défis organisationnels, lutte contre la fraude pour un département qui organise à la fois 5 examens. Monsieur le ministre, comment garantir la crédibilité, surtout que chaque année on parle de dysfonctionnement? Alors, il s'agit, pour être très précis, d'un peu moins de 600 000 personnes qui vont entrer dans une zone d'évaluation et de stress. Mais en face de nous, nous avons aussi beaucoup de nos compatriotes, malheureusement, qui ont pris le parti de la fraude et de la facilité et nous les exhortons à rester tranquilles, à rester à la maison. Mais toutes les dispositions logistiques, le gouvernement à sa tête, le Premier ministre et le Président de la République, leurs instructions sont claires. Nous ne devons pas organiser des examens de barrage pour sortir des gens du système de l'éducation, mais nous devons avoir des examens crédibles qui permettent de sécuriser non seulement le processus d'apprentissage, mais aussi d'évaluer correctement nos apprenants. Pour le cas de demain, lundi 15, nous allons commencer par l'enseignement technique et la formation professionnelle qui va commencer la session pratique des examens et ça sera, le lancement officiel se fera sur toute l'étendue du territoire national. Ensuite suivront les examens d'entrée en 7e, donc le certificat d'études élémentaires,
puis suivra le brevet d'études du premier cycle et en fin de compte, nous aurons le baccalauréat. Le président, cette année, a donné des instructions claires pour raccourcir le temps de correction afin que l'on sorte des résultats le plus rapidement possible, mais aussi, dans son souci de protéger et de donner la chance à tout le monde, a instruit que l'on organise une session de rattrapage pour nos compatriotes et nos élèves qui feront le bac et qui auront des difficultés à boucler l'ensemble des théories. La session de rattrapage ne concerne pas tous les candidats au baccalauréat, ça concernera une petite partie et nous sommes en train de travailler à organiser cela aussi. Mais je puis vous rassurer aujourd'hui que tous les moyens matériels et logistiques sont mis à disposition pour que l'on puisse couvrir le territoire. Les inspections régionales de l'éducation sont fin prêtes, les inspections régionales de l'enseignement technique sont également à pied d'œuvre, les DCE, les DPE, tous les collègues enseignants et enseignantes sont à pied d'œuvre pour que l'on puisse avoir des examens crédibles et transparents. Vous parlez de session de rattrapage, c'est une nouveauté. Maintenant, avec le programme Simandou 2040, un programme qui accorde une place importante au développement du capital humain, en quoi la qualité de ces examens contribuera-t-elle à cette ambition? Cela consacre la qualité de la ressource humaine. L'école garantira un accès à un emploi durable et productif pour les jeunes Guinéens, mais l'école devra former des citoyens compétents. Et pour faire des citoyens compétents, il faut être rigoureux dans l'apprentissage, il faut être rigoureux dans les évaluations et il faut surtout que l'on puisse, à l'intérieur du système éducatif guinéen, permettre à un élève d'avoir plusieurs parcours. Le parcours classique, mais aussi le parcours alternatif ou le parcours professionnel. Sur le parcours alternatif, pour ceux qui abandonneront l'école, il y aura une alternative de formation post-primaire et secondaire pour l'apprentissage des métiers, que ce soit du métier simple ou du métier en dual, et même l'informel sera attaqué. Mais pour le parcours professionnel, et qui est important pour le programme Simandou 2024, puisqu'il s'agit d'un programme d'industrialisation de masse, de développement de l'agriculture de masse, donc qui a besoin de main-d'œuvre de qualité, de main-d'œuvre qualifiée, nous devons développer un système d'enseignement technique et de formation professionnelle compétent, de qualité, qui est capable de former des Guinéens de demain. Donc la scolarisation des filles également est une priorité. Que vous inspirent donc les statistiques de participation féminine aux examens et quel message souhaitez-vous adresser aux candidats et à leurs familles? Mais écoutez, ces statistiques, c'est la photographie de la réalité. Par exemple, les examens de demain, sur 26 000 candidats, vous avez 17 474 jeunes filles. Pour les autres examens de l'enseignement général classique, sur 569 423 élèves, vous avez 264 022 filles. Donc dans les deux examens, la majorité est occupée par les jeunes filles. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de les maintenir à l'école. C'est de faire en sorte que dans leur parcours, elles soient protégées et accompagnées pour qu'elles puissent finir leur scolarité. Et je puis vous dire qu'avec des statistiques comme ça, on peut rajeunir et féminiser beaucoup notre main-d'œuvre locale. Et ça, c'est un gage de bonne volonté et c'est une affirmation claire de notre volonté à doter notre pays d'une main-d'œuvre qualifiée, mais surtout inclusive. Sur le message que vous voulez que je puisse passer au niveau des différentes parties prenantes, parce que vous savez, ces examens, il y a plusieurs parties prenantes. Je remercie le gouvernement et le chef de l'État de nous avoir accompagnés dans l'organisation pratique de ces examens et surtout les directives simples qu'ils nous ont données, mais qui nous amènent encore plus loin dans l'évaluation. Aux enseignantes et enseignants du système éducatif, je les encourage à mettre de la rigueur, du sérieux dans la conduite des examens dans leurs circonscriptions respectives. Aux parents d'élèves, parce que ce sont les plus importants dans ce processus, j'exhorte à accompagner les élèves, à les accompagner psychologiquement, à les encourager à faire les examens, mais surtout ce sont eux les premiers qui devraient lutter contre la fraude, sensibiliser leurs élèves contre la fraude, parce qu'un parent d'élève qui accompagne son enfant dans la fraude, il construit un citoyen de demain qui sera dans la fraude et qui va tout le temps tricher. Donc c'est normal qu'un enfant puisse avoir de faibles notes parce que son processus d'apprentissage est un processus continuel. Aujourd'hui, il peut avoir des notes qui ne sont pas bonnes, mais demain, il peut s'améliorer. Le processus d'amélioration construit l'homme. La fraude, c'est la facilité. Donc, aux parents d'élèves et aux encadrants, j'appelle à plus de sérieux, à plus de responsabilité afin que l'on puisse avoir des examens crédibles.
Justement, ces derniers jours, une vive polémique a émergé sur les réseaux sociaux autour de 2 élèves de l'école Hamas. Et des informations faisant état de prétendues radiations ont suscité des réactions. Peut-on savoir la position du ministère? Notre ministère poursuit une politique d'éducation qui n'exclut personne. Mais nous sommes intolérants face à certains comportements à l'intérieur de l'école. Donc, il y a des règlements intérieurs qui sont prévus. Cette affaire est en train d'être traitée au niveau de l'école, au niveau du censeur de l'école. Ce n'est pas au niveau du ministère. Mais ce qui est clair, c'est que nous condamnons fermement les actes que nous avons vus, les actes de violence que nous avons vus, des violences verbales, mais aussi des violences physiques de part et d'autre. C'est condamnable, ce n'est pas acceptable. Mais ceci dit, nous ne sommes pas un ministère qui exclut les gens. Et donc ces filles n'ont pas été, il n'y a eu aucune sanction radiant ces jeunes filles du système éducatif. Ces jeunes filles seront sanctionnées. Le maître qui a été aussi coupable d'actes de violence sur la jeune fille sera sanctionné puisque cela n'est pas normal. Et puis nous allons continuer justement la sensibilisation au sein du milieu scolaire afin que l'on puisse réduire au maximum les cas de violence sur les élèves, sur les jeunes filles, mais aussi sur le personnel enseignant qui est un personnel à protéger, qui est un personnel à former et qui est un personnel à accompagner. Justement, vous avez un dernier mot? C'est que je demande aux parents d'être sereins, je demande à l'ensemble du peuple de Guinée d'accompagner ces élèves dans leur processus d'évaluation. Pour ceux qui pourront accompagner ces élèves ou les aider dans la logistique de transport, je les encourage à le faire. C'est un moment de stress pour nos enfants. Il faut donc être assez tolérant, assez bienveillant. Et nous allons ensemble construire un système éducatif performant, mais aussi transparent et inclusif. Merci, Monsieur le ministre. C'est moi. Et puis, il faut l'annoncer, l'école internationale de Guinée de Djeddah est fermée depuis plus de 3 ans. Pourtant, cette infrastructure scolaire a connu un temps de gloire dans la formation des enfants des Guinéens résidant en Arabie Saoudite et ce, bien d'autres nationalités, d'où le nom d'école internationale. Nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite ont fait un tour à l'école internationale de Guinée à Djeddah. Le constat avec Amara Kamara. L'école internationale de Guinée à Djeddah a été créée en 1983. C'était dans l'objectif de former les enfants des coopérants guinéens déployés par la Guinée dans le cadre du programme de reboisement des sites historiques de l'islam, notamment le site d'Arafat. Quelques années après, les représentations de nombreux autres pays comme le Mali, le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont adhéré à l'initiative en y inscrivant leurs enfants. Malheureusement, l'école est fermée depuis plus de 3 ans sur ordre des autorités saoudiennes à cause de la dégradation très poussée des installations. L'autre doléance que nous demandons, c'est la reconstruction et la réouverture de l'école internationale guinéenne de Djeddah. Autrefois, fierté internationale, parce qu'il y a des ministres qui sont sortis de cette école, il y a des grands hauts cadres qui ont fait cette école, l'école internationale guinéenne de Djeddah. C'est l'une des premières écoles privées de référence ici à Djeddah. Mais malheureusement, vu la vétusté des installations, les Saoudiens ont demandé à ce que l'école soit fermée. L'école internationale de Guinée à Djeddah a fait l'objet de plusieurs échanges entre la communauté guinéenne et de nombreuses délégations gouvernementales guinéennes ayant séjourné dans la capitale économique saoudienne depuis 2023. Ces échanges ont d'ailleurs conduit le consulat général à élaborer un plan de reconstruction assorti d'un devis de 871 470 $ américains. En attendant, les conséquences de la fermeture de l'école se ressentent sur l'éducation des tout petits Guinéens vivant dans le royaume saoudien. L'école est fermée et les enfants sont à la maison. Parce que les études ici sont très chères et aussi parfois ce n'est pas le programme qui correspond à ce que nous étudions en Guinée. Alors que l'école guinéenne était une école, une fierté, un patrimoine. Au consulat général de Guinée à Djeddah, les regards restent tournés vers Conakry avec espoir de voir l'école internationale de Guinée renaître de ses cendres, ce qui permettra de sauver l'emploi de la trentaine d'enseignants et encadreurs, dont une quinzaine de Guinéens, et surtout de remettre des centaines d'enfants sur le chemin de l'école.
Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'heure est à l'opérationnalisation des équipes de recherche, une initiative portée par le département à travers la Direction générale de la recherche scientifique. L'ambition pour les autorités du secteur est de mieux qualifier l'enseignement supérieur pour un capital humain compétitif. Compte rendu Mounir Bari, Aboubakar Mara. Cette rencontre de pilotage et de cadrage initiée par le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ambitionne de bâtir un capital humain performant et compétitif. La recherche scientifique est considérée comme un instrument stratégique majeur pour la transformation structurelle et le développement du pays. La recherche scientifique doit être davantage mobilisée comme un instrument stratégique de transformation structurelle et de développement durable. Elle doit contribuer à la production de connaissances, à l'amélioration des politiques publiques, à la valorisation de nos ressources naturelles, à la modernisation de notre économie et à la création de solutions adaptées aux besoins réels de nos populations. À travers cette rencontre, les acteurs misent sur l'opérationnalisation des équipes de recherche dont l'objectif consiste à relever les nombreux défis. C'est également une aubaine pour le ministère de fédérer les compétences, produire des connaissances et valoriser les résultats de recherche. Ces échanges permettront notamment de renforcer les capacités des responsables et membres des équipes de recherche. Donc, nous attendons de cet atelier qu'il débouche sur des propositions concrètes et consensuelles permettant de disposer d'équipes de recherche mieux structurées, organisée, plus dynamique et davantage orientée vers l'excellence scientifique. Cette session de renforcement des capacités vise également à promouvoir une meilleure gouvernance afin de faire des institutions de recherche scientifique des leviers stratégiques de développement. Dans le but de consolider sa position dans l'écosystème numérique régional, la Guinée participe à la rencontre de Paris, une rencontre qui marque une nouvelle étape vers la réalisation du projet Via Africa, une ambition qui vise à faire de la Guinée un acteur majeur du processus. Commentaire Al-Gassi Mouba. La Guinée figure parmi les pays co-investisseurs du projet Via Africa. Les membres du consortium se sont réunis pour faire avancer les études techniques et les prochaines étapes de réalisation de ce câble sous-marin stratégique. Bientôt 15 ans, la Guinée n'est dotée que d'un seul câble sous-marin, arrivé à saturation. Cela n'est plus acceptable quand on sait que dans la sous-région, il y a des pays qui ont jusqu'à 6 câbles. C'est pourquoi, le mois dernier, il a été signé un contrat avec Medusa pour le deuxième câble sous-marin. Ce jour, nous sommes en train de travailler pour un troisième câble sous-marin à travers le consortium Via Africa dont nous sommes membres. En effet, co-investir, co-décider, co-exploiter, c'est ça la souveraineté numérique. Pour les autorités guinéennes, ce projet permettra de diversifier les accès internationaux du pays et de renforcer la résilience des infrastructures numériques. Un axe important de la vision portée par le président de la République, Mamadi Doumbouya, à travers le programme Simandou 2040. Nous devons définir la configuration du câble sous-marin, sa capacité, prévoir les besoins futurs. Nous en sommes en plein milieu de l'explosion des besoins Internet et nous devons prévoir le budget associé. En parallèle du projet Via Africa, la Guinée travaille également sur le développement des interconnexions terrestres avec ses pays voisins afin de consolider sa position dans l'écosystème numérique régional. La rencontre de Paris marque ainsi une nouvelle étape vers la réalisation du projet et vers l'ambition de faire de la Guinée un acteur majeur du processus. Dans le cadre du renforcement des capacités diplomatiques, 12 cadres du ministère des Affaires étrangères séjournent actuellement en Russie pour une formation en relations internationales. Avant le début des travaux à Moscou, ils ont rencontré le personnel de l'ambassade de Guinée. Makeme Keleti Donzo est notre envoyé spécial à Moscou. Suivez.
Un groupe de 12 cadres du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger séjournent actuellement en Fédération de Russie dans le cadre d'un programme de renforcement des capacités diplomatiques. Désignés par le chef de la diplomatie guinéenne, ces diplomates participent à une session de perfectionnement en relations internationales organisée par l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie à Moscou. Avant l'ouverture officielle de cette formation, ils se sont entretenus avec le personnel de l'ambassade de la République de Guinée en Russie. Sous la haute autorité du ministre Dr Morsanda Kouyaté, ces négociations ont eu lieu il y a 2 ans de cela. Et nous avions demandé à cette époque 15 places au cas où l'Académie pourrait assister la République de Guinée à travers le ministère des Affaires étrangères. Et voilà que c'est aujourd'hui que le projet aboutit à la satisfaction des 2 parties. La réalisation de cette mission s'inscrit dans la volonté du ministre des Affaires étrangères, Dr Morisanda Kouyaté, de renforcer les compétences de l'ensemble du personnel diplomatique guinéen afin de lui permettre de mieux répondre aux exigences de la diplomatie moderne et de compétir efficacement sur la scène internationale. C'est une opportunité de taille dans la mesure où ça va nous donner plus de niveaux. Nous comptons d'abord faire la restitution au département et à la longue renforcer les liens davantage. Cette première rencontre avec les responsables de l'ambassade a également permis d'orienter les participants sur les objectifs de leur mission. Elle a surtout été l'occasion de leur réaffirmer l'engagement des autorités guinéennes à accompagner et à suivre leurs compatriotes partout où ils se trouvent à travers le monde. Rencontre multi-acteurs sur la chaîne de valeur de la filière cacao portée par l'Institut de recherche agronomique du ministère de l'Agriculture. Ce partenariat stratégique entre la Guinée et l'Italie pose les jalons d'une agroforesterie durable et érige la filière cacao en priorité nationale pour garantir une transformation locale génératrice de revenus. Fodé Camara. Lever le voile sur la chaîne de valeur du cacao pour impulser une transformation locale et conquérir le marché mondial. Tel est l'enjeu de cette rencontre multi-acteurs. Une démarche stratégique, fruit d'un partenariat entre la Guinée et l'Italie. Ce projet est focus sur la promotion de la culture du cacao en respectant certaines normes de production liées surtout à l'environnement, liées à la résilience de différentes variétés de cacao dont nous sommes en train de faire la promotion du côté de la Guinée forestière. Et c'est aussi un projet qui fera des innovations dans le cadre de la transformation et de la valorisation des produits issus du cacao. Il y a toute une chaîne de valeur entre la production et la distribution finale. Et il y a aussi des expériences que l'Italie et ses compagnies ont et qu'elle peut amener ici pour qu'aussi la Guinée puisse avoir son secteur agro-industriel pour une production interne avec un branding interne. À travers ce programme de transfert de compétences, l'Italie, leader mondial de l'industrie chocolatière, apporte ses innovations technologiques à la République de Guinée. Les premiers échantillons de chocolat exclusivement conçus à base du cacao guinéen ont été solennellement présentés au grand public. Ce que j'amène, c'est une fierté guinéenne. C'est l'échantillon de la première production de chocolat provenant du cacao guinéen. Ce cacao a été prélevé à Zérékoré. Les fèves ont été fermentées sur place, transportées en Italie, transformées en chocolat. Et ces échantillons ont été exposés la dernière fois à la foire d'Amsterdam, qui est l'une des plus grandes foires du chocolat mondial. La Guinée produit du café et produit du cacao. Mais aujourd'hui, la Guinée doit transformer ce cacao en chocolat. Elle doit valoriser ses matières premières en produits à haute valeur ajoutée, à consommer localement, mais également à exporter. Elle doit conquérir les marchés régionaux, à l'instar des pays comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui ont une longueur d'avance dans la production et la transformation du café
au niveau régional. Au terme de cette rencontre, les experts préconisent une approche rigoureuse en 6 étapes pour cartographier et réduire les émissions de gaz à effet de serre, s'aligner sur les priorités gouvernementales, structurer la chaîne de valeur et mieux financer les innovations agricoles pour plus de productivité. Dans l'actualité encore, suite à la sortie clandestine des métaux, la Fédération guinéenne des ferrailleurs et les industriels ont tenu récemment une rencontre technique ici à Conakry. À l'ordre du jour, échanger sur les voies et moyens permettant de lutter contre cette pratique illégale et renforcer leur partenariat afin de mieux approvisionner les industries guinéennes en matières premières avec l'appui des autorités étatiques. Compte rendu, Bakary Bambakonde. La Fédération guinéenne des ferrailleurs des métaux usés, ferreux et non ferreux, a tenu une réunion de concertation avec les principales unités industrielles du pays afin d'examiner les défis qui entravent le secteur. Au cœur des discussions, la sortie frauduleuse des matières premières, facteur majeur de perte de valeur et de perturbation des chaînes de production, ainsi que d'autres problématiques liées à la traçabilité, à la sécurité et à la relation entre ferrailleurs et industriels. On a expliqué aux uns et aux autres les tenants et les aboutissants de cette rencontre par rapport à la fourniture des matières premières des unités industrielles. Je lance un appel pressant au niveau des autorités à tous les niveaux d'aider la fédération à freiner la sortie frauduleuse des matières premières qui constituent la ferraille. Aujourd'hui, nous avons des usines qui consomment ces matières-là sur place. Pourquoi exporter ça à l'étranger pour aller donner vie aux autres unités industrielles à l'étranger? Les participants ont dressé un diagnostic des problèmes, entre autres, des pratiques clandestines de collecte et d'exportation, insuffisance de contrôle au point de sortie. Les échanges ont ainsi permis de dégager des pistes de solutions immédiates et à moyen terme. Les industriels ont insisté sur la nécessité d'une coopération étroite avec la fédération pour normaliser les échanges et sécuriser les approvisionnements. On avait des difficultés, donc nous avons eu la chance d'exprimer nos problèmes. Et la fédération, effectivement, a aussi pu nous expliquer des objectifs qu'ils ont actuellement. Et par chance, cela colle exactement à nos préoccupations. Donc nous pensons que c'est une bonne chose. Et nous allons voir devant comment évoluer ensemble. Cette réunion dénote de la volonté commune des ferrailleurs, des industries et des autorités de lutter contre la sortie frauduleuse des matières premières et d'améliorer le fonctionnement du secteur des ferrailles en Guinée. Les métiers du froid se féminisent et se modernisent. Des femmes venues d'horizons francophones et lusophones sont actuellement formées aux bonnes pratiques d'utilisation des fluides frigorigènes. Les enjeux sont multiples, assurer une manipulation sécurisée et conforme aux normes environnementales internationales. Mamadou Alpha Baldé. Le secteur du froid est en pleine mutation. Les anciens fluides frigorigènes nocifs pour la couche d'ozone et responsables du réchauffement climatique sont progressivement bannis par les conventions internationales comme le protocole de Montréal et l'amendement de Kigali. Le but est d'utiliser des solutions naturelles plus respectueuses de l'environnement. Ce renforcement de capacité leur permettra de partir avec de nouvelles connaissances dans la protection de la couche d'ozone et bien sûr dans la réduction des gaz à effet de serre. Vous savez que toutes ces dames sont des responsables d'entreprises, des bureaux d'études, des ingénieurs, des techniciens supérieurs qui sont au-devant de la scène dans la production du froid et dans la gestion des parcs frigorifiques de nos pays. Les étudiants doivent connaître comment libérer les fluides frigorigènes au niveau de la nature. Il n'est pas bien de libérer comme ça les fluides frigorigènes. Donc il faut toujours stocker. Libérer à l'air libre, là, c'est pas normal. En réunissant des experts venus d'horizons francophones et lusophones, le programme mise sur le partage d'expériences croisées, un transfert de compétences essentielles pour harmoniser les pratiques de maintenance et garantir le respect des normes environnementales à travers le continent.
Que les techniciens en froid manipulent des appareils qui contiennent des substances qui détruisent l'environnement, des substances qui augmentent la température de la planète, d'autres qui détruisent la couche d'ozone. Et en maîtrisant quand même les bonnes pratiques, ça va éviter de rejeter ces substances dans la nature. J'ai appris les bonnes habitudes, des techniques très avancées pour protéger l'environnement. Nous sommes dans la migration des gaz nocifs pour des gaz bien pour la planète. Plus qu'une simple maîtrise technique, cette formation apporte une véritable révolution verte dans le secteur du froid. La Guinée célèbre ses talents du cinéma et de la comédie. Je vous l'annonçais dans les titres. La première édition du PC Awards a réuni à Conakry les principaux acteurs de l'industrie. Une soirée dédiée à la reconnaissance du mérite, à la promotion de la culture et à la valorisation des artistes locaux. Reportage Sona Sagno. Projecteurs, tapis rouges et salves d'applaudissements à Conakry, la première édition des PC Awards a transformé le temps d'une soirée la capitale en véritable temple du cinéma et de la comédie guinéen. Les acteurs aux réalisateurs, en passant par les humoristes et producteurs, les visages les plus connus de la scène audiovisuelle nationale se sont retrouvés pour célébrer le talent local. Et le monde était là, je suis vraiment ravie pour cette première édition. Si on parle 100% du cinéma local, on a célébré les cinéastes, les légendes et la nouvelle génération. On a décidé de décerner des satisfecits aux troupes comme Masala Misali, Sodia, Lewenger et Benda. L'émotion est grande pour moi parce que c'est ma première fois d'avoir un trophée de ma carrière professionnelle. C'est une joie pour moi. Au fil de la cérémonie, les distinctions se sont enchaînées, mettant en lumière celles et ceux qui façonnent l'image du cinéma guinéen, des artistes qui, à travers leur production, racontent les réalités du pays, font rire les populations et participent à la promotion de la culture nationale. Donc à continuer à le faire, c'est une bonne organisation, c'est une fierté pour la Guinée. Encore un grand merci à Marouf et à son équipe. Parce que c'est Marouf qui a pensé à nous. Pour la toute première fois en Guinée, quelqu'un a pensé à les PC. Entre prestations artistiques, émotions et moments de communion, la soirée a offert un spectacle à la hauteur des attentes. Cette distinction est un immense honneur pour moi. Je remercie ma famille, mes collègues et tous ceux qui ont cru en mon talent. Mes sentiments, c'est les félicitations, les encouragements, parce que c'est pas facile de faire cet événement pareil, surtout une femme qui a osé récompenser les acteurs du cinéma, les acteurs du PC, normalement mérite d'être félicité, encouragé. Monsieur le ministre Moussa Moïse Silla a eu un prix spécial. Merci à l'équipe, merci à l'organisation. Cette première édition laisse déjà une empreinte forte. Une chose est sûre, les PC Awards ont réussi leur entrée et ouvrent une nouvelle page pour les acteurs du grand écran guinéen. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Dubreka comme partout ailleurs dans le monde. Nous vous disons merci de votre aimable attention et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.